Salut à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Et cette vidéo va être un peu particulière parce qu'elle va être composée de deux parties. La première, ça va être un stray horror classique, comme vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne, et la seconde partie va être un true crime sur justement la continuité du stray horror. En effet, vous allez voir que cette personne, dans son histoire, ou du moins comment elle le raconte, va faire la rencontre d'un tueur en série. Sauf qu'au moment où elle rencontre cette personne, elle ne sait pas que c'est un tueur en série, parce que ça n'a pas encore été découvert, personne n'est au courant. Donc je vais vous raconter l'histoire de son point de vue, son histoire à elle, ou du moins comment elle l'écrit sur Reddit, et après, en seconde partie de vidéo, je vais vous raconter l'histoire de ce tueur en série. Mais avant tout ça, générique. À l'époque où l'histoire se déroule, Estelle a 10 ans. Estelle, c'est la personne qu'on va suivre, c'est la personne qui est l'autrice de ce Reddit. Estelle avait l'habitude avec sa famille, pendant quasiment toutes les vacances scolaires, de rendre visite à sa tante et à son oncle et à leurs deux fils au Kansas. Sa famille est originaire de Gyeongju, une petite province au nord de Busan, en Corée du Sud. Mais son père est afro-américain, Estelle a donc grandi avec les deux cultures, coréenne et afro-américaine. Elle parle donc couramment l'anglais, et donc elle précise que quand elle voyageait, c'était facile pour elle et pour sa famille de communiquer avec les personnes qu'elle pouvait rencontrer. La tante d'Estelle est une chrétienne luthérienne dévouée et adorait emmener toute la famille à l'église à chaque fois qu'il venait leur rendre visite. Estelle précise dans son histoire qu'elle n'est pas vraiment contre le fait d'aller à l'église, c'est juste qu'elle ne croit pas vraiment en Dieu, ou du moins pas dans un Dieu unique. Elle croit cependant en une puissance supérieure. Elle a passé une bonne partie de son temps dans un temple bouddhiste, son grand-père du côté maternel est un moine assez important dans la société coréenne. Ainsi, bien qu'elle ne soit pas enclin à aller tous les jours à l'église, cette journée-là, elle se lève tôt pour pouvoir s'y rendre avec toute sa famille. Du mieux qu'elle s'en souvienne, les services ont toujours démarré de façon tout à fait normale. Les personnes devaient saluer leurs voisins, ou accueillir les invités, chanter, puis le prédicateur avait pour habitude de sortir et de lire les fameuses saintes écritures. Sa famille avait vraiment leurs petites habitudes, et plus particulièrement sa tante qui aimait spécifiquement un certain banc de l'église. Donc à chaque fois qu'ils allaient à l'église, elle avait toujours pour habitude d'emmener toute la famille sur ce banc précisément. Elle l'appelait le meilleur banc de la maison. Oui, je vous jure, oui, vraiment. Mais elle n'était jamais vraiment seule sur ce banc. Il avait toujours cet homme très poli, très courtois, très propre sur lui. Un très bon chrétien en somme, du moins en apparence. Cet homme était considéré comme un membre exceptionnel de la communauté luthérienne. Il ne ratait jamais un culte et lui et sa famille faisaient énormément pour la communauté. Même ses enfants faisaient du babysitting gratuitement pour les gens de l'église. Dans l'ensemble, il ressemblait au bon père de famille américain, à l'homme parfait. Même si parfois il avait une attitude étrange qui gênait beaucoup Estelle et plus particulièrement sa maman. L'homme se penchait tout le temps vers la mère d'Estelle à tel point que sa tête touchait l'épaule de sa mère. Et comme si ça suffisait pas, dès que l'homme était proche de la mère d'Estelle, il s'amusait à la renifler. Donc sa mère par réflexe recule. De panique je pense, ou de peur, enfin du moins ça peut se comprendre, hein. Il y a un mec comme ça à côté de vous qui se pose sur vous et qui vous renifle insistement, très fortement, je pense qu'il y a quand même mieux comme sensation et que ça peut peut-être créer une certaine angoisse on va dire. Et de façon très polie, très courtoise, très chrétienne, elle lui demande juste tout simplement « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» L'homme lui répondra simplement « Tu as une odeur particulière, familière, qui me dit quelque chose. » Sa mère s'est mise à rire, plutôt mal à l'aise devant la situation, et elle a juste tout simplement donné le nom de son parfum, Huile de coton. Estelle, dans son récit, reconnaît que ce parfum sent très bon. Elle écrit que si vous l'aviez déjà senti auparavant, c'est un parfum que vous ne pouvez pas oublier. C'était LE parfum signature de sa mère, elle le mettait tout le temps. Estelle se dit donc que c'est possible après tout. Au final, c'est un parfum qui est assez atypique, qui a une odeur vraiment spécifique, que apparemment si vous le sentez une fois, vous vous en souvenez pour tout le temps. Et en plus de ça, elle précise que l'homme, au moment où l'histoire se passe, a quand même un certain âge.
Donc c'est possible qu'il ait déjà senti au moins une fois dans sa vie ce parfum et qu'il ait reconnu. De façon très maladroite, il l'a fait remarquer à la mère d'Estelle, mais au final, il n'y a rien de grave, c'est juste un mec lourd, un peu gênant, mais pas plus que ça en tout cas. Et elle précise que vous avez sûrement déjà vécu ça, on a tous un moment où on se balade quelque part, on sent une odeur, ça nous rappelle des souvenirs, ça nous rappelle quelque chose. Il y a beaucoup d'études qui sont faites comme quoi les odeurs sont liées à la mémoire et qu'on récupère des souvenirs uniquement avec certaines odeurs. Et donc elle se dit bon, c'est possible, ça la choque pas plus que ça au final. Sauf qu'il continuait encore et encore ses reniflements. Sa mère en a finalement eu assez. Sous ses airs de bon père de famille, cet homme était vraiment, disons-le, effrayant. Ils décideront plus tard, pendant la messe, de se déplacer vers un autre banc pour être tranquille et donc de plus devoir supporter le comportement un peu étrange de cet homme. Ensuite, la famille d'Estelle va passer du temps au Kansas. Ils vont sûrement manger, je ne sais pas, des burgers, aller voir des super matchs de baseball, aller voir des cinémas en plein air. Dans tous les cas, ils passeront de bonnes vacances au Kansas et retourneront en Corée du Sud. Mais vous vous doutez bien que l'histoire ne s'arrête pas là. La voisine de la tante d'Estelle va être retrouvée morte 2 semaines plus tard dans sa maison ligotée avec un sac plastique sur la tête. Il apparaissait évident que cette pauvre dame a été torturée avant de mourir. Et peu de temps après, une autre femme quasiment du même quartier a été retrouvée morte presque dans les mêmes conditions. Il s'agissait du retour de BTK, un tueur en série américain qui terrorisait l'Amérique à cette époque. Ça faisait plusieurs années que BTK avait disparu. Les agents de la police pensaient qu'il était mort. Estelle précise que tout le quartier de sa tante était sous l'angoisse permanente. Cette fois, c'était sûr, le tueur en série était de retour dans la ville. Estelle, elle n'a pas beaucoup plus de détails à raconter par rapport à cette histoire. Parce que elle, au final, elle est de retour en Corée du Sud, elle refait sa vie, enfin du moins elle continue sa vie tranquillement, il n'y a pas de souci, donc elle n'a pas plus de détails à raconter par rapport à BTK. Enfin, jusqu'au jour où elle reçoit un appel de sa tante. Sa tante lui dira que le tueur en série BTK vient d'être arrêté. Ce qui est plutôt, vous me l'accorderez, une très bonne nouvelle en soi. Mais BTK n'était pas seulement un tueur en série, c'était l'homme de l'église, l'homme sur le banc, le parfait bon père de famille, l'homme qui était dévoué corps et âme à sa communauté et à sa famille. Celui qui semblait être au premier abord un bon père de famille, l'américain parfait par excellence, se retrouve être, en finalité, l'un des plus grands tueurs en série de l'histoire des États-Unis. Ce qui est terrifiant pour Estelle dans cette histoire, outre le fait qu'elle ait rencontré un tueur en série, sans qu'elle sache que c'était un tueur en série au moment où elle l'a rencontré, c'est que sa mère était probablement à ce moment-là une des victimes potentielles de BTK. Et que s'ils étaient restés un peu plus longtemps au Kansas, il est très probable que sa mère aurait rencontré à nouveau BTK, mais malheureusement dans d'autres circonstances. Avant de finir cette vidéo et donc cette histoire, j'aimerais vous parler un peu de BTK, pour que vous compreniez un peu face à qui on a affaire. Mais je vais pas trop vous en dire parce que je prévois de faire une autre vidéo par la suite uniquement sur BTK. Vous allez voir qu'il y a tellement de quoi dire sur ce personnage et sur ce qu'il a fait que ça mérite largement une vidéo entière. Donc ça sera pas un stray d'horreur, ça sera un true crime, un crime quoi, que vous allez retrouver plus tard sur cette chaîne. BTK, ou de son vrai nom Dennis Rader, né le 9 mars 1945 à Pittsburgh au Texas, est un tueur en série américain qui va terrifier les États-Unis pendant plus de 30 ans, en tuant pas moins de 10 personnes. En proie à des fantasmes sadiques et violents depuis son enfance, il tente d'abord de les canaliser en torturant des animaux. Rader est un tueur méticuleux et organisé qui épie ses victimes pendant de longues semaines avant de finalement passer à l'acte. Et pendant toutes ces semaines de préparation, de stalking, de dragage, je sais pas comment dire ça, il va en fait faire des petits croquis, tout inscrire dans un calepin et il saura absolument tout ce qui se passe dans la vie de ses victimes. À quelle heure ils mangent, à quelle heure ils rentrent, à quelle heure ils sortent, à quelle heure ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font le week-end, est-ce qu'ils sont seuls à la maison. Il sait absolument tout de ses victimes. Et quand il estime qu'il a assez d'informations sur ses victimes, il décide de passer à l'action. Il est tellement méticuleux, tellement sûr de lui et tellement, c'est assez bizarre de dire ça, mais intelligent dans ce qu'il fait, que la plupart de ses crimes sont faits en pleine journée. Et ce qui va vraiment participer à sa médiatisation de cette affaire, internationalement même, c'est que Dennis Rader, dès le tout début, va entretenir des relations très étroites avec la police et la presse. Ce qui va montrer chez lui un trouble manifeste de narcissisme, et surtout un besoin d'exister et une soif de notoriété et de célébrité. En effet,
Les 4 premières victimes de Dennis Rader font partie de la même famille, les Otero. Et pour que vous compreniez bien le personnage, quelques semaines après ce quadruple meurtre, il y a un déséquilibré ou un sans-abri qui va être interpellé et qui va être suspecté. Et cette personne va avouer « oui, c'est moi, j'ai tué ces personnes », alors que évidemment ce n'est pas lui. Dennis Rader va tellement mal le prendre qu'il va écrire directement aux médias, puis à la police. Il va leur dire « allez à la bibliothèque de la ville, dans tel et tel livre se trouve une lettre ». Et dans cette lettre, il va raconter des détails surprenants sur les crimes, que seul le tueur, donc lui, peut savoir, parce qu'à ce moment-là, même la presse, même certains agents sur l'enquête n'étaient pas au courant de ces détails. Et dans cette lettre, c'est lui qui va commencer à signer BTK. BTK, ça veut dire Bind, Torture, Kill, en gros, ligoter, torturer, tuer. Et c'est lui-même qui va s'appeler BTK, mais je pense qu'au moment où il écrit, il savait pas que ça allait rester dans la postérité. Donc il est tellement fou, il est tellement imbu de sa personne, qu'il est même prêt à contacter directement la police pour que l'usurpateur de son crime soit dénoncé et qu'il récupère toute la gloire par rapport à ça. Donc ça vous montre vraiment le niveau de narcissisme absolu de cet individu. Et ce qui est assez extraordinaire dans cette histoire, c'est que Dennis Rader, de premier abord, c'est vraiment l'américain typique, l'américain parfait. C'est quelqu'un de très investi dans son église luthérienne. Au fil des années, il en est devenu un membre très important. Il va d'ailleurs rencontrer sa femme dans cette église. Et au travail, c'est la même chose. Personne, mais personne, n'aurait pu imaginer quel type de personne il était vraiment. Et c'est justement cette personnalité et la façon dont il gère ses relations, et ça m'embête un peu de le dire ça comme ça, mais c'est vrai que c'est une certaine forme d'intelligence quelque part. Il a une forme d'intelligence où il arrive à berner les autres, à se faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas, et c'est justement toute cette personnalité un peu machiavélique qui va faire en sorte qu'il va échapper à la police pendant 30 ans et que personne va croire, en 2004, quand il va se faire arrêter, personne ne va croire que c'est lui. Et pourtant, en mars 2004, après qu'un journal ait publié un article sur les meurtres de BTK, Rader recommence à envoyer des lettres, accompagnées des faits ayant appartenu à certaines de ses victimes. Et cette fois, encore plus surprenant, à partir de juillet 2004, il laisse à l'attention de la police des paquets. Paquets contenant des objets comme des photos, des permis de conduire, des habits de toutes ses victimes. Mais confiant, Rader commet une erreur. Dans une de ses lettres adressées à la police, il envoie une disquette écrite depuis un ordinateur de son église, dont il est un membre influent. Et pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, la disquette, si vous voulez, c'est un peu l'ancêtre du Blu-ray, qui est l'ancêtre du DVD aussi, et aussi l'ancêtre du CD. Ouais, enfin, c'était pas une bonne idée, ça me déprime. Et les policiers tracent donc les métadonnées de la disquette et remontent à Dennis Rader. En août 2005, il est reconnu coupable des meurtres de 10 personnes pour lesquelles il plaide coupable. Il est condamné à 10 peines de prison à perpétuité. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il a 77 ans et il est toujours en prison. Et croyez-moi, il risque pas d'en sortir. Ou du moins, ça sera les pieds en premier. Comme vous l'aurez compris, l'affaire BTK va prendre une dimension énorme et largement dépasser les frontières du Kansas, des États-Unis, et c'est pour ça que ça arrive à nos oreilles. Et je pense, enfin en tout cas à mon humble avis, que cette histoire est très médiatisée à cause du personnage, à cause de son caractère, du fait qu'il ait quand même tué 10 personnes, dont une famille de 4 personnes, et qu'en plus de ça, il a réussi à échapper à la police pendant 30 ans, et que personne n'aurait jamais soupçonné Dennis Rader d'être un tueur en série. Et avant de finir cette histoire, vous devez savoir que après son arrestation, leur maison, à Dennis Rader et sa maison de famille quoi, a été vendue aux enchères. Et suite à la médiatisation de cette affaire, il va se créer un espèce de tourisme macabre autour de cette maison. Et ce tourisme va devenir si important que les autorités locales n'auront d'autre choix que de raser la maison de BTK. Maison qui s'est trouvée au 6220 Independence Street à Park City, au Kansas. Et c'est ainsi que cette histoire s'achève. J'espère vraiment en tout cas qu'elle vous aura plu. Cette vidéo, comme vous avez sûrement dû le remarquer, était un peu différente des autres, dans le sens où il y avait une partie straight horror et une partie true crime. Je trouve ça assez intéressant de raconter l'histoire en fait d'Estelle et ensuite de faire le lien avec ce qui s'est vraiment passé, parce qu'on sait jamais dans les straight horror la part de vérité, la part de fantasme, ça c'est dur parfois de distinguer en fonction des auteurs, mais là en tout cas on a son histoire à elle, son point de vue, et l'histoire de BTK qui est une histoire vraie bien évidemment, il a vraiment existé, il vit toujours comme je vous l'ai dit, et je trouve ça intéressant de faire le parallèle entre les deux, même si il y a tellement de choses à dire que j'aimerais vraiment en faire une vidéo dédiée, mais qui arrivera je pense beaucoup plus tard sur la chaîne.
Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, à l'instar de BTK, n'hésitez pas à défoncer le bouton j'aime, commenter et partager. Et si vous voulez soutenir la chaîne, le meilleur moyen, ça reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de continuer à regarder mes vidéos. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'était Chando, ciao.